3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Raphaël Thuin est avec nous ce soir, le responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikehau Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Édouard. Arnaud Morel à nos côtés, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Grégoire. Et Benoît Pelloual nous accompagne également, le directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Édouard. Un mot peut-être de ce qui va être le fil rouge et plus que ça encore, un cap pour Donald Trump tout au long de cette année 2026. La perspective des élections de mi-mandat le 4 novembre prochain, Benoît, et on le voit dès le démarrage de cette année 2026, Donald Trump continue de faire preuve d'un interventionnisme débridé sur le front extérieur, bien sûr, mais sur le front intérieur. Toutes les actions de Donald Trump, visiblement, sont guidées par l'idée d'essayer de redresser la barre avant des élections de mi-mandat qui s'annoncent compliquées. On joue sur le pétrole à travers le Venezuela en espérant faire baisser les prix à la pompe. On joue sur l'immobilier. On cherche à interdire l'accès aux grands fonds institutionnels de certains segments du marché immobilier comme celui des maisons individuelles. On demande aux agences fédérales, Fannie Mae et Freddie Mac, de lancer une forme de QE en rachetant 200 milliards de mortgages. Et puis, sur les taux, inutile de le préciser, une pression continue sur la réserve fédérale américaine et une grande vague de dérégulation bancaire qui doit permettre de faire baisser des taux qui ont du mal à baisser, en l'occurrence, Benoît. Est-ce que cet interventionnisme peut générer des résultats perceptibles pour l'électeur de Donald Trump dans la perspective de ces élections de mi-mandat ? Il faut l'espérer pour lui, étant donné que c'est une année d'élection, parce que en tout cas l'interventionnisme à l'extérieur mobilise assez peu l'électorat intérieur, parce que quand on regarde, cette opération Venezuela, pourtant bien vendue quand même, avec très spectaculaire. Finalement, il n'y a qu'un tiers des Américains qui soutiennent cette opération, et quand on regarde les sujets de préoccupation de l'électorat américain, les interventions extérieures, c'est même pas un sujet, ils s'en fichent totalement en réalité. Ce qui est très loin le sujet le plus important, c'est le pouvoir d'achat, la sécurité et le contrôle des frontières. Et c'est de très loin, ce sont les deux sujets les plus importants. D'où le revirement et toutes ces annonces visant à essayer de traiter, d'adresser cette affordability crisis. Le problème, c'est que ce que propose systématiquement l'administration Trump, c'est encore plus d'intervention en réalité dans l'économie, qui aboutissent quasi systématiquement à continuer de stimuler la demande. Et c'est précisément l'inverse en réalité qui serait nécessaire, puisque l'affordability crisis est liée à cette problématique inflationniste. On a une inflation toujours persistante aux États-Unis. C'est toujours un problème. Alors certes, on a eu des chiffres qui étaient un peu meilleurs récemment, mais il y a pas mal de débats sur la façon dont ça a été estimé en raison du shutdown, etc. Et le problème, c'est que l'origine de cette inflation persistante, c'est tout simplement le refus de vouloir faire freiner l'économie. En réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que cette crise du pouvoir d'achat, elle repose très largement sur ce concept d'économie en cas aux États-Unis, c'est-à-dire que en réalité, le gros de la population américaine subit bien le resserrement monétaire. On a le moral des ménages qui est affecté, les taux de défaut qui sont remontés, le taux d'accessibilité à la propriété immobilière est sur des plus bas quasiment. Et on a une économie, ça ne se reflète pas dans l'économie, parce qu'on a les 10% les plus aisés qui détiennent des actions, profitent des effets richesses, qui représentent la moitié de la consommation américaine. Sauf que si ça ne se voit pas d'un point de vue économique, l'économie continue de tenir, ce n'est pas la même histoire d'un point de vue électoral. Au final, le gros bataillon du consommateur américain, il souffre et il risque bien de le faire savoir finalement dans les scrutins. Et d'un point de vue macro, c'est-à-dire que l'interventionnisme débridé qui ne va pas lâcher Donald Trump cette année, évidemment, ça va distordre encore un peu plus le cycle américain. Autrement dit, l'économie américaine, elle ralentit ou elle accélère cette année ? Le risque, c'est justement de rajouter de la stimulation à l'économie américaine, parce qu'en réalité, ce qui se passe depuis le début, la cause de cette économie en cas, c'est justement le fait d'avoir refuser systématiquement les effets négatifs du freinage de l'économie qui permettrait de regagner la maîtrise de l'inflation. Du côté de la politique monétaire, on a certes remonté les taux, mais un discours qui est toujours relativement accommodant, on a maintenu des conditions de liquidité très bonnes, ce qui nourrit les effets richesses, et puis même du côté budgétaire, au moindre ralentissement, on a toujours beaucoup dépensé sous l'administration Biden, et on continue d'intervenir beaucoup avec l'administration Trump. Et donc au final, l'économie ne freine jamais, sauf que si l'économie ne freine pas suffisamment, l'inflation ne revient pas au final à l'objectif, et donc on ne traite pas ce problème de pouvoir d'achat, on a toujours une inflation qui est toujours persistante. Et le fait de proposer de nouvelles interventions dans l'économie,
qui aboutit justement à essayer de stimuler l'économie ne risque d'aboutir finalement qu'à ne renforcer cette problématique de pouvoir d'achat, parce que ça va maintenir une inflation relativement élevée et empêcher la Fed justement de modifier sa politique monétaire. C'est ma question. Est-ce que ramener l'inflation à la cible, est-ce que ça reste un objectif pour la Réserve fédérale américaine aujourd'hui? Est-ce que ça reste l'objectif, ou est-ce que non, cet objectif est déjà caduc, ou est-ce que la Fed a déjà capitulé sur l'idée ou la nécessité de revenir strictement à l'objectif? Le problème, c'est que ça fait maintenant 5 ans où on a une inflation supérieure à l'objectif. Donc on peut évidemment douter de la volonté de ramener finalement à cet objectif de 2, mais là le risque, c'est qu'avec toutes ces annonces, on s'en éloigne. La problématique, c'est plus qu'on reste légèrement supérieur à l'objectif, c'est qu'on va avoir, quoi qu'on en dise, il y a quand même malgré tout un effet des droits de douane sur certaines catégories de biens. On voit bien un effet inflationniste pour le consommateur américain, même si ça reste relativement modeste. C'est pas le choc d'inflation qu'on pouvait redouter. Mais si à cela on ajoute encore et toujours de nouvelles mesures de stimulation de l'économie, on risque de s'en éloigner de cet objectif d'inflation. Je ne suis pas sûr que la Fed accepte. Alors bien évidemment, si on en change complètement la composition, qu'au final on n'a que des personnes qui font allégeance à l'administration Trump, on peut laisser entendre que ça puisse durer un certain temps. Mais à un moment ou à un autre, il y aura bien un moment de vérité économique où soit on subit des pressions inflationnistes beaucoup plus importantes, ou alors on accepte de faire freiner l'économie pour regagner la maîtrise de l'inflation. Les deux objectifs sont peuvent difficilement cohabiter ensemble. Ouais. Raphaël, 2026 sera une nouvelle année qui démontrera que l'économie se façonne sous les interventions des États et des gouvernements en général. L'exemple de Trump étant évidemment peut-être le plus emblématique, mais cet interventionnisme, il existe partout aussi aujourd'hui dans le monde. Oui, c'est un changement de régime, un changement de paradigme. On est maintenant dans une forme de capitalisme d'État où aux États-Unis très clairement, mais aussi ailleurs, évidemment en Chine et pourquoi pas aussi en Europe, on voit au Japon, oui. Au Japon, tout le monde est concerné visiblement. On voit les gouvernants un petit peu dicter la cadence, orienter l'économie, faire des plans comme on pouvait faire dans les années 60 pour l'économie. Alors avec certains succès aussi, on peut dire que l'interventionnisme hyperactif du président Trump, il a obtenu quelques résultats jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'on est quand même impressionné par sa détermination, en particulier autour de cette crise de l'abordabilité. Ouais. Regardez, c'est ça la traduction. Non, mais intéressant. Petite parenthèse, on parle de crise du pouvoir d'achat chez nous en France, de crise de la vie chère. Affordability, je comprends le terme anglo-saxon de manière un peu différente. C'est pas juste une question de prix, c'est est-ce que je suis en capacité d'accéder à un logement, d'accéder à une voiture. C'est pas le prix en tant que tel, c'est est-ce que j'ai la capacité de me payer ce que j'ai envie de me payer. Ouais, vous avez raison. C'est une bonne pour moi, il y a une petite nuance quand même. Donc l'abordabilité, très bien. Donc l'abordabilité en bon français. Effectivement, cette crise, elle est grave aux États-Unis. En tout cas, pour ce décile de population de consommateurs le moins fortunés, en ce qui concerne l'énergie, les prix de l'électricité, les prix à la pompe sur lesquels ils sont très, très sensibles, évidemment le marché de l'immobilier. On est sur des crises importantes et probablement que le président Trump sent le vent du boulet avec les midterms qui arrivent et cette volonté d'agir. Donc il agit. On a vu le Venezuela. On va voir, mais globalement, on peut imaginer un effet baissier sur le pétrole. À court, au moyen terme, on verra. Il agit aussi sur le marché de l'immobilier. Alors, on est un peu plus sceptique sur ces mesures. Effectivement, il y a des grandes annonces, mais des grandes annonces qui ne sont pas nécessairement suivies d'effets, comme souvent. Donc, on va attendre de voir la suite. Mais globalement, il a ce volontarisme qui impressionne. Et puis, effectivement, utiliser la capacité budgétaire, la capacité fiscale pour plaire peut-être à son électorat, peut-être de manière moins cynique aussi pour adresser certains problèmes structurels de l'économie américaine. On peut aussi lui reconnaître ça. Et comme vous disiez, Benoît, effectivement, le potentiel pour l'inflation et les taux d'intérêt d'avoir un effet retour, un effet de second tour. Peut-être que finalement, il ne se rend pas service à être si volontariste, si activiste. Et on parlait, par exemple, de la problématique immobilière. La problématique immobilière des taux immobiliers, c'est pas la Fed qui va la régler. C'est les taux longs qui sont trop hauts. Et les taux longs, ils montent et ils sont trop hauts parce que les déficits, parce que l'économie qui est hyper stimulée. Et donc, effectivement, dans quelle mesure il va réussir à gagner sur l'ensemble de ces grands chantiers, on verra en 2026. Ouais, bon, un interventionnisme débridé, évidemment. Alors, l'événement du jour, c'est qu'on n'a pas de décision de la Cour suprême concernant les tarifs, la base légale d'une
grande partie des tarifs fixés par l'administration Trump. Mais donc ça reste un sujet devant nous, Arnaud, mais c'est un sujet important pour l'administration Trump qui a beaucoup capitalisé sur cette manne tarifaire. Hein. Tout à fait. Donc ça a été vraiment, ils veulent l'utiliser un peu partout. Hein, cette manne financière réalisée, on va dire, des droits de douane qui sont à hauteur de 170 milliards pour l'année 2025. Donc là, on garde un peu de temps. Monsieur Beslant avait dit qu'il y avait d'autres alternatives au cas où ce serait, on va dire, retoqué par la Cour suprême. Donc ça, c'était quand même les points qu'on avait en tête. Il y avait d'autres mécanismes possiblement qui pouvaient faire ça. Mais en termes de communication, on peut se dire que la première année de Monsieur Trump 2025... on va dire orchestré autour des droits de douane, il vaudrait mieux pas que ce soit quand même retoqué par la Cour suprême pour, on va dire, et en amont des élections de mi-mandat, pour dire quand même qu'il a bien travaillé sur cette première année 2025. Pour 26, on va se demander à la fin de l'année si on a préféré le Trump taco de 25 ou on va dire le Trump un peu plus offensif. Électoraliste de 26. Après, il fait peut-être un jeu à 3 bandes dans ce début d'année aussi, puisqu'il va peut-être chercher aussi l'électorat de M. Rubio. Qu'est-ce que c'est ? C'est surtout des gens qui sont issus de la vague migratoire des dernières décennies, clairement cubains, vénézuéliens, tout ce qui est Amérique du Sud. Donc ça, clairement, ils ont voté pour lui précédemment, même si ça peut surprendre, ils étaient clairement un électorat. Donc ça aussi, en termes de communication, on l'a vu comment ça a été fêté dans les grandes villes américaines, notamment à Miami, la défaite, on va dire, de Maduro. Avec l'idée que demain, c'est Cuba. Hein. C'est voilà, ça. Et ça, c'est l'argument c'est dessus. Et surtout, de fond de Marco Rubio. La deuxième, on va dire, bande, c'est quoi ? C'est l'avertissement, plus que l'avertissement peut-être à M. Poutine aussi, où en disant, voilà, aujourd'hui, les possibles accords sur un cessez-le-feu, une fin de guerre en Europe, ça n'avance pas. Il a fait le maximum pour avancer dessus. Il est en train un petit peu d'attaquer toute l'hégémonie, on va dire, historique de la Russie, notamment en Amérique latine. Ça s'est fait sur le Venezuela, peut-être demain sur Cuba. On voit ce qui se passe sur les 48 dernières heures en Iran. Donc ça, c'est quand même des points aujourd'hui où on voit quand même que M. Trump, en termes de politique, montre aujourd'hui, excusez-moi, les muscles, hein, clairement. Oui. Et donc ça, c'est un point important. Et le troisième point, bien sûr, on l'a dit et souligné précédemment, c'est de baisser, on va dire, le prix du gallon aux États-Unis, qui est toujours sur des niveaux importants, pour aller rechercher la population et l'électorat potentiel des élections de mi-mandat, le grand enjeu. Historiquement, les élections de mi-mandat, c'est l'année la plus volatile. Vous savez tous, on fait du moins 24 sur le S&P, sur du plus 28. Historiquement, ça donne ça sur les 50 dernières années. Donc, on a une année volatile sur 25. Attendons-nous pour 2026 à avoir beaucoup d'opportunités clairement à saisir sur les marchés financiers. Alors cet interventionnisme, on verra ce qu'il donne comme résultat macro, mais il peut avoir déjà des effets sectoriels boursiers importants. L'exemple de la défense cette semaine aux États-Unis, j'ai trouvé que c'était intéressant, Raphaël. D'un côté, alors c'est le bâton et la carotte. Alors il a commencé par taper en disant que les groupes de défense allaient devoir arrêter les dividendes, les rachats d'actions et les salaires trop élevés au sein des directions, pour quelques heures plus tard amener la carotte en disant mais vous allez avoir 50% de budget de dépenses militaires en plus à horizon 2027. Oui, cet interventionnisme, il va aussi avec un contrôle grandissant des pouvoirs publics sur des entreprises privées. Si ça se passe aux États-Unis, on risque de le voir arriver chez nous aussi en Europe. Là aussi, on déploie des plans de souveraineté, d'autonomie stratégique, en l'occurrence, Raphaël. Oui, non, c'était tout à fait à noter, vous avez raison. Pour l'actionnaire, c'est pas un petit sujet. C'est pas un petit sujet. Alors, comme d'habitude avec le président Trump, on va attendre de voir quelle est la réalité des annonces. On croit comprendre quand même qu'il n'a pas nécessairement la surface légale suffisante pour pouvoir agir, avec le Congrès peut-être aura son mot à dire. Donc ça, c'est un petit bémol. Mais c'est vrai qu'on note que rien n'est tabou, tout est aujourd'hui valable pour faire avancer ces sujets, et toujours avec parfois en tout cas un fond de vérité dans ce qu'il dit. Effectivement, le premier client de la défense aux États-Unis, c'est le gouvernement. On parle défense aujourd'hui, peut-être que demain on parlera de pharma. Je sais que le plus grand acheteur des médicaments aux États-Unis, c'est aussi le gouvernement. Et dans tous ceux qui vivent de la commande publique vont devoir rendre des comptes à un moment. Absolument. Et donc, il est en position, il a un levier, il est en position de négocier, the art of the deal, et il en profite. Donc, on commence à le connaître, et il fait ça très bien. Donc, effectivement, ça peut poser question à long terme sur l'investissement défense, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on sait. D'ailleurs, ça n'a pas débuté avec l'administration Trump. On sait que la défense, c'est un secteur particulier qui dépend de la commande publique, que les marges ne pourront pas s'envoler au ciel. La question pour l'investisseur, c'est dans quelle mesure pourrions-nous, malgré tout, dans les années à venir, compte tenu de la demande, compte tenu de l'effort qui est demandé aussi à ces grands industriels, de l'urgence, en particulier en Europe, pourrions-nous imaginer une expansion de marge
marge significative. Aujourd'hui, c'est le cas, elle est matérielle, et probablement qu'elle a encore de la place pour s'étendre sur la durée. Bon. Et vous dites qu'il y a quand même un chemin de rendement normatif intéressant pour un actionnaire aujourd'hui dans le secteur de la défense, malgré cette épée de Damoclès qui peut peser au-dessus de nos têtes. Alors, oui, de manière. Nous, notre vue sur la défense... On l'a vu sur les groupes d'énergie, je rappelle, après la crise russo-ukrainienne, les groupes d'énergie ont vu tomber de l'argent du ciel. Les États et les gouvernements ne se sont pas privés d'aller en chercher une partie. Tout à fait. Et donc la dimension publique est un facteur de risque dans la défense, et on parle aujourd'hui effectivement de la limitation de l'expansion des marges, mais on peut parler aussi d'actifs stratégiques, de M&A. Parfois c'est compliqué de faire du M&A actif et de la croissance inorganique dans ces secteurs. Donc ça fait partie des facteurs de risque du facteur défense. Maintenant, nous sur la défense, on reste constructif. On sait qu'une partie de la performance est derrière nous. Les valos se sont renchéris, mais quand on constate les carnets d'ordre, la capacité d'explosion des chiffres d'affaires dont on fait face, qui peuvent vraiment se projeter sur des années, voire même des décennies. On parle de décennies de carnets d'ordre pour certains de ces équipements, de la proportion aussi des besoins à venir et de cette commande publique qui commence à ruisseler. Et puis, malgré tout, cette expansion de marge qui aura certainement un plafond, mais qui aujourd'hui est en train de se dérouler sous nos yeux, on considère qu'il y a encore de la place pour beaucoup de performances et on reste investi. Et la pharma, vous disiez, la pharma, attention aussi ? Parce qu'on pensait que les grands groupes pharma, en ayant signé des deals avec l'administration Trump, avaient levé justement une forme d'hypothèque et que les cours boursiers étaient un peu soulagés de ce point de vue-là. Mais vous dites, attention, il peut se passer encore des choses du côté de la pharma. C'est-à-dire que si on prend exactement le même raisonnement et on regarde une autre industrie qui est dépendante de la commande publique et qui a sujet à une certaine forme de régulation, la pharma vient tout de suite à l'esprit. Et d'ailleurs, souvenez-vous, quand il y a eu des discussions bilatérales ou multilatérales, commerciales l'année dernière, je pense en particulier au UK, les prix des médicaments en particulier ont été très, très explicitement évoqués. Donc là aussi, il y a un risque. Est-ce qu'il est court, moyen ou long terme? Est-ce qu'il est matériel ou immatériel? Ça reste à deviser, ouais. Benoît, sur le chiffre du jour, les chiffres du jour autour de l'emploi américain, on attendait donc un rapport un peu plus propre que les précédents, moins bruité. Est-ce qu'on l'a? Et qu'est-ce que ce rapport apporte à l'histoire et notamment à l'équation de la Réserve fédérale américaine? On s'aperçoit qu'il se passe plus grand-chose sur le marché du travail américain en réalité. C'est-à-dire que c'est pas une dégradation encore plus franche, puisque finalement même le taux de chômage a légèrement baissé, mais c'est qu'effectivement en termes de création d'emplois, il se passe plus rien, on n'embauche plus, on sort plus beaucoup de monde, donc on a un marché qui est un peu bloqué. Sur l'emploi privé, quand on regarde en moyenne 3 mois, on est passé en dessous des 30 000 créations d'emplois. C'est très inférieur à ce qui est normalement nécessaire pour maintenir le taux de chômage à peu près stable. Donc, si on continue de rester dans cette situation, et quand on regarde la plupart des indicateurs avancés, etc., ça laisse entendre que ça devrait encore rester comme ça pendant quelques temps. Normalement, on devrait voir le taux de chômage remonter, ce qui n'est pas le cas quand on regarde ces tout derniers chiffres. Donc, la situation est quand même assez difficile, mais dans son ensemble, quand on regarde le marché du travail américain, l'ensemble des données montre qu'on est toujours dans une situation assez dégradée. Donc c'est pourquoi nous, on continue de croire que justement on aura bien les baisses de taux qui vont se poursuivre de la part de la Réserve fédérale américaine. Néanmoins, on voit que dans les attentes du marché, ça a un peu bougé. En tout cas, les marchés, sur le premier trimestre, attendent plus grand-chose de ce point de vue-là. Et c'est un peu là où il y a une nouveauté. En réalité, nous, dans le scénario pour 2026, la principale problématique sur ce scénario de baisse de taux de la Fed, qui est un des piliers de la bonne santé des actifs risqués tout au long de 2025 et même auparavant, c'est que c'était essentiellement le mandat inflation, c'est-à-dire une inflation un peu trop persistante. Alors même si les chiffres sont discutables, on a vu une petite amélioration, on va voir ce qui va venir. Mais là, ce qui est un fait nouveau, c'est que finalement, si on n'a pas un taux de chômage qui remonte un peu plus significativement, on a une raison supplémentaire pour la Fed de ne pas baisser ses taux d'intérêt. Et donc ça change un peu le discours. Et c'est là où, encore une fois, ça renforce cette idée, nous, en termes d'allocation, d'essayer de faire autre chose que les États-Unis, qu'on fait déjà depuis le S2 l'année dernière, d'appuyer sur la diversification en dehors des États-Unis et aussi de la tech, qui est le gros morceau de la cote américaine. C'est que tout simplement, ce pilier, il est problématique. On va peut-être pas avoir ces baisses de taux aussi facilement
ça va être un peu plus compliqué que ça. On continue d'y croire. La dégradation est probablement suffisante, mais ça va peut-être prendre un peu plus de temps. L'action de Trump, justement, ses interventions répétées dans l'économie, plutôt tendance à renforcer cette dimension, cette persistance éventuelle de l'inflation. Donc ça nous pousse justement à essayer de faire autre chose, à regarder ce qui se passe ailleurs. Et c'est pour ça qu'on continue cet effort de diversification entreprise l'année dernière. Et justement, l'Europe en est pour nous principal bénéficiaire en termes d'investissement. Ouais. Je voyais même sur le marché américain, et de manière un peu contre-intuitive, c'est vrai que les Mag 7 sous-performent le S&P 500. Je crois qu'il y a 2 Mag 7 qui doivent faire un peu mieux. C'est Alphabet et Nvidia, je crois. Et quand vous prenez le S&P 493, il fait mieux que les Mag 7 l'an dernier, à la faveur des derniers mouvements de l'année. Mais ça montre quand même que cette partie du marché, cette partie immergée de l'iceberg, elle est là aussi, quand même. Ben c'est ça, ça nous conforte dans cette idée d'appuyer sur la diversification. Encore une fois, voilà, c'est particulièrement important en plus en 2026, il nous semble, parce qu'en plus, ce secteur qui est absolument, à notre sens, déterminant, non pas uniquement pour l'histoire des marchés, mais qui est déterminant pour la trajectoire de l'économie américaine, très clairement, à travers les investissements qui sont réalisés. Au-delà de ce secteur de la tech et des doutes, des craintes de bulles, il y a fondamentalement un questionnement. Il y a un questionnement sur la rentabilité qu'il va falloir dégager par rapport à ces capex qui apparaissent de plus en plus surdimensionnés. Il y a cette dimension, ce questionnement lié au recours à la dette de façon un peu plus important. Donc on combine à la fois des logiques de marché un peu techniques, ces craintes de bulles, etc., avec en plus un vrai rationnel à se poser la question de challenger la thèse d'investissement du secteur de la tech. Donc tout ça appelle à appuyer encore cet effort de diversification en dehors des US. Face à 500 milliards de dépenses d'investissement par an, est-ce qu'on va générer 500 milliards de revenus sur les prochaines années de ce point de vue-là? Vous partagez cette prudence aujourd'hui vis-à-vis de la... Parce que quand je dis la tech américaine, c'est très vaste, mais la tech concentrée autour de l'intelligence artificielle notamment, Arnaud, et c'est quoi une stratégie de diversification pour vous et vos clients chez Premier Pas? Sur le premier point, oui, on partage, mais c'est juste une question en fait de pondération. D'accord. Des boîtes, des big tech américaines. Quand on regarde, ça se gère techniquement avec un jeu de pondération dans les de marché, il a totalement changé. C'est qu'aujourd'hui, en tout cas, quand on regarde, et c'est ça depuis 3 mois, et le début d'année commence comme ça. C'est Alphabet contre Microsoft. Quand vous avez Nvidia, bon, AMD, c'est moins le cas, perd 10 depuis un mois, mais voilà, les gagnants, c'est le mouvement avec un modèle intégré et des TPU autour d'Alphabet, avec une base client qui est installée. Moi, j'aime bien ils savent monétiser des nouveaux logiciels et des nouveaux outils. Des gains de part de marché pour Gemini 3, vous prenez pratiquement 20% de part de marché, et ChatGPT, elle en perd 20. T'as Microsoft qui a un niveau de valorisation qui est quand même hyper important. La croissance, elle se fait sur le cloud. Forcément, si tu perds une part de marché sur la partie chatbot, ChatGPT, ça va être problématique pour le cloud. Donc, Alphabet aujourd'hui, c'est logique. Le TPU, on dit aussi qu'NVIDIA, qu'on aime beaucoup en termes de valeur, mais il y a l'arrivée quand même d'AMD, de TPU à travers cela. Une technologie moins importante. Ce que disait Benoît, aujourd'hui, on est quand même dans une industrie technologique en intensité capitalistique très, très importante. Il faut quand même les faire tourner, tous ces serveurs, les remplacer. Donc, avoir du TPU, c'est pas dénué de sens. Quand vous voyez le partenariat qui est fait entre Alphabet et Apple, voilà, c'était quand même assez génial. En tout cas, pour Alphabet, oui. Pour Alphabet. Pour Apple, c'est peut-être une forme de désaveu, mais on peut avoir loupé Alphabet dans le mouvement de marché parce que c'est pas forcément évident avant le mois d'août d'aller sur Alphabet. Mais là, la construction, elle est assez plaisante. Donc, bien sûr qu'il y a un risque. Voilà, quand il y a la première, la deuxième capitalisation mondiale qui sont en train de perdre un narratif de marché. Mais voilà, ça va jouer. Il va y avoir une fragmentation, je pense, un peu plus importante. Mais c'est intéressant, vous dites au sein des Mag 7, quand quelques-unes s'affaiblissent, d'autres sont encore capables de prendre la relève. Et la relève n'est pas des moindres. Il y a un changement de business model. C'est une des plus belles boîtes de la planète. C'est un changement de business model qui est en train de se mettre en place et un niveau de risque qui est en train d'augmenter. Donc en termes de lecture, pour nous, en tout cas, gérants et sélectionneurs et stock pickers, c'est assez sympa à regarder, à étudier, à essayer de comprendre. Donc ce que je dis, c'est que les valorisations, je l'avais dit précédemment sur Broadcom et AMD, Palantir, ça nous embête. Voilà, c'est pas forcément justifié à ce stade, mais quand on regarde les 7 magnifiques, on se paye à 24 fois les bénéfices, Nasdaq à 28, on a 20% de BPA. Bon, voilà, la grande question, il faut que ça se réalise. C'est comme sur toutes les tendances, c'est comme en Europe. Là, on attend 12% de BPA, on est content de les avoir, il faut que ça se réalise, il faut que la conso discrétionnaire tienne. Oui, alors là, ça m'intéresse parce qu'on attend 12%. Je sais qu'on attend toujours beaucoup de belles choses sur l'Europe. Enfin, ça fait
à minima 3 années qu'on termine à zéro sur la croissance bénéficiaire. C'est exactement Arnaud. ça. Quelles sont les raisons de croire que cette fois, on aura une croissance positive des bénéfices en 2026 ? Déjà, beaucoup d'investisseurs échaudés autour de la table sur la devise. Donc déjà, même les clients, ils ont moins envie d'aller sur la partie américaine, même qu'ils faisaient apporter. Donc du coup, on se concentre. Donc les flux peuvent déjà soutenir la partie européenne. La baisse des taux directeurs qui devrait potentiellement quand même... Ils sont en avance, ils ont bien fait le boulot, c'est appréciable en fonction des discours, mais la Banque centrale a fait le job. Donc aujourd'hui, vous avez une économie qui tient bien, vous avez de la relance budgétaire, youplaou, quand même, qu'on n'a pas eu depuis pratiquement 50 ans en zone euro. On a qu'un secteur qui a marché l'an dernier en Europe, c'est les banques qui participent à hauteur de 60% en termes de pondération. L'industrie et la défense un peu quand même. D'accord. Les gros poids d'indices ont bien marché, donc si on descend un petit peu et qu'on va regarder... Je reviens sur ma consommation discrétionnaire qui peut être intéressante cette année. Autrement dit, le luxe. Le luxe, clairement. Après, j'ai l'impression de ne pas vendre du rêve non plus, mais c'est quand même un secteur qui perd pratiquement 30% sur les 1 an glissants, qui a des volumes négatifs, des prix négatifs, une tendance qui est en train de s'inverser sur LVMH, qui s'inverse également sur Richemont, en tout cas sur la partie prix, sur la partie volume, et on va voir comment ça se passe. Donc là, il y a une vraie fenêtre d'opportunité sur le luxe. Enfin, vous dites, je ne vends pas du rêve, moi je suis quand même de la génération qui a connu le luxe au firmament et le luxe comme contributeur et darling de tous les gérants d'actifs de la place. Donc, on ne reconnaîtra pas ça. Et aujourd'hui, on a des pondérations qui sont beaucoup moins d'accord, importantes. ce monde-là est quand même terminé. Dans l'Eurostock 50, LVMH, ça doit faire 4,5 ou 5, je dis peut-être une bêtise, mais je suis pas très loin, quand vous avez un ASML qui est à 11%. Donc aujourd'hui, de revenir à des constructifs, il n'y a rien de challengeant aujourd'hui, et le risque à prendre d'aller sur l'industrie du luxe à ce stade, même si aujourd'hui on dit que les statistiques en Chine ne sont pas forcément bonnes, que le consommateur n'a plus envie d'aller acheter un sac à 10 000 euros d'Hermès, aujourd'hui vous achetez des boîtes à 20 fois, vous avez des BPA attendus entre 30 et 40% cette année. Donc sur ces valeurs de qualité, le marché est allé trop loin, en fait, vous dites. Le marché a été excessif. En tout cas, il y a des valeurs, des valorisations qui nous semblent aujourd'hui importantes et qu'on n'avait pas connues depuis une décennie, à intégrer depuis 2015 dans les portefeuilles aujourd'hui pour nos clients. Donc des titres comme LVMH, on aime beaucoup. Et on attend combien de croissance sur le luxe alors, des BPA en 26 ? On est à 60%. D'accord. Après une décroissance de 45% l'année dernière. Voilà. D'accord. Donc, ça, jeu d'effets de base et reprise, on n'attend rien reprise d'activité. Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont bien. Bien sûr, non, mais ça montre quand même où est placée la barre. Le petit risque que je vais mettre sur le luxe, il ne faut pas qu'on ait une poursuite de réévaluation de l'euro. Ça, c'est vraiment la patte un peu négative. Mais c'est pareil pour l'armement, c'est pareil pour l'industrie de la technologie. Ouais, ça a été un vent contraire. Et pour l'industrie. Donc ça, c'est plein d'important. Oui, on aime beaucoup le luxe chez Premier Père cette année. Mais très bien, pour 2026, le retour du luxe. Qu'est-ce qui permet de croire qu'on aura des croissances bénéficiaires en Europe qui permettront de soutenir la tendance, peut-être aussi d'élargir le rallye des actions européennes. Raphaël, est-ce que vous êtes dans le camp de ceux qui ont envie d'y croire, qui y croient ? Oui, on a envie d'y croire, et Arnaud a bien résumé, effectivement, une politique monétaire qui est devenue neutre, qui ne devrait plus peser sur la croissance, l'activité. On voit un stimulus historique qui n'a pas encore vraiment commencé à faire effet sur la zone euro. C'est probablement une histoire pour 2026, et ça doit pouvoir ruisseler. Une croissance qui va être certes trop molle comme d'habitude, mais résolument positive, peut-être même en réaccélération. Il y a quand même toute une liste de facteurs qui rendent globalement optimistes. Tout ça donc face à des valos qui sont très décotés. Alors elles le sont moins qu'elles ne l'ont été quand même, ces valos décotés, mais c'est sûr qu'on ne surpaye pas comme on peut surpayer par ailleurs. Donc ça fait sens. Toujours dans cette thématique de rotation. Et d'ailleurs, c'est intéressant, quand on regarde le marché depuis le début de l'année, il est en train de renifler quelque chose, le marché. On a vu une rotation s'opérer. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, c'est très vrai aux États-Unis. On sent que cette thématique du cycle plaît énormément. Alors aux États-Unis, on le voit bien, on attend d'un moment à l'autre à ce que les droits de douane puissent peut-être pas annulés, mais au moins réduits dans une seconde mouture. Ça intéresse beaucoup. On voit l'hyper-activité du président Trump pour stimuler l'économie, stimuler le consommateur. Tout ça intéresse. Les prix des matières premières qui ont une tendance baissière et sur lesquels on appuie. Sur l'énergie. Ouais. Sur lesquels on appuie, tout ça intéresse. En Europe, cette idée que ça y est, le stimulus va être dépensé, qu'il y a des capacités fiscales à mettre en face. Bref, le cycle est à la mode, le marché le renifle, et ça se voit dans les performances sur le début d'année. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une continuité de cette rotation vers plus de cycles ?
En tout cas, ça mérite d'être adressé. Ça peut ne pas être juste un effet de début d'année. Potentiellement, il pourrait y avoir effectivement un suivi là-dessus, et ça serait surtout très sain. On ne peut pas refaire une année avec un leadership si concentré autour de l'IA aux États-Unis et des banques en Europe. Et globalement, il va nous falloir de nouveaux relais de performance, et peut-être qu'effectivement, on en prend le chemin. Est-ce que dans le cadre de ce qu'on décrit pour l'Europe, est-ce que la BCE est réellement in a good place, Benoît, et pour combien de temps ? Pour le moment, elle l'est. Enfin, je sais qu'on a tendance à être souvent très très critique avec ce que fait. On l'était hier sur le plateau. Enfin, les intervenants d'hier l'étaient particulièrement, oui. Ouais, on a souvent tendance à faire de la BCE un peu pour le coup, moi, je trouve que le travail qui a été fait par la BCE est. On parlait d'une forme d'erreur collective au sein de la Banque centrale européenne, quand même. Alors peut-être pas en absolu, mais face à ce qui se passe ailleurs dans le monde, le déversement d'exportations chinoises sur le territoire européen, le gap de croissance qui s'est créé, et de la croissance vraiment, la demande finale privée qui s'est créée entre l'Europe et les États-Unis, pas depuis 20 ans encore, depuis les 5 dernières années à nouveau. Enfin, tout ça, quoi. Il ne faut pas oublier que le mandat de la BCE, c'est uniquement l'inflation. On lui demande beaucoup de choses, mais son travail, c'est pas la croissance, ça c'est le job. La Chine, c'est très déflationniste, quand même. La BCE, en mon sens, a plutôt fait un bon travail, dans la mesure où elle a fait un vrai exercice de resserrement monétaire. C'est-à-dire que déjà, on a réussi à regagner la maîtrise de l'inflation, ce qui n'est pas évident aux États-Unis, par exemple, en mettant des taux supérieurs en réel au niveau de la croissance, qui est en fait la vraie recette, ce qu'on n'a pas eu aux États-Unis pour regagner la maîtrise de l'inflation. Et elle a réussi à le faire, alors bien évidemment, au prix d'un freinage économique qu'on ne voit pas aux États-Unis, mais qui justement pose problème pour cette éventuelle persistance de l'inflation, mais sans pour autant faire exploser le chômage. Donc on a eu, j'ai envie de dire, un atterrissage en douceur quasiment parfaitement exécuté du côté de la zone euro. Et au final, aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on aimerait tous, et là je partage probablement certaines critiques, qu'elle se montre un peu plus proactive. Effectivement, quand on voit la dynamique des exportations chinoises vers les États-Unis qui baisse très significativement et qui augmente de l'autre côté en Europe, on peut s'attendre à importer justement des pressions un peu déflationnistes. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est pile à l'objectif d'inflation. Le job est rempli. Donc effectivement, là, on va entrer dans une phase où, jusqu'à présent, alors, c'est vrai que c'était problématique d'avoir ces commentaires venus d'Allemagne notamment, où on pouvait se dire, attention, les salaires vont peut-être augmenter un peu plus, il faut se montrer vigilant. Non. Le discours de Christine Lagarde a bien rappelé que, pour l'instant, il n'y avait pas besoin de bouger, ni dans un sens, ni dans l'autre. Je pense que le mouvement à venir, éventuellement, ça serait plutôt d'essayer de soutenir justement le cycle, parce que on a cette problématique d'importation, de déflation en provenance de Chine, et puis en plus, parce que tout simplement en termes d'activité, alors c'est bien en zone euro, c'est super au potentiel, c'est pour ça que c'est jamais ébouriffant la croissance. Oui, c'est à la hauteur de ce qu'on peut produire et délivrer, quoi. C'est ce que j'allais dire. Au final, on va avoir encore cette année, en 2026 et en 2025, c'est 2 années supérieures au niveau de la croissance potentielle en zone euro, alors qu'aux États-Unis, on va basculer en dessous du niveau de la croissance potentielle dans le scénario consensuel et dans le scénario de nos économistes. Donc c'est pas si mal. Et sauf que là, on a vu dans les indicateurs d'activité, il y a un coup de mou justement dans cette reprise. C'est un peu opéré comme une douche froide dans les derniers indicateurs d'activité en zone euro. Et donc, effectivement, on peut espérer qu'elle se montre un peu plus proactive dans l'espèce d'accompagnement, justement, de cette dynamique cyclique. Mais aujourd'hui, on est pile à l'objectif d'inflation, on a maîtrisé l'inflation, on a fait un atterrissage en douceur. Je trouve qu'il n'y a pas tant que ça de raison de critiquer la BCE compte tenu de son mandat, bien évidemment, qui est différent de celui de la Fed, où l'emploi est l'autre composante à égale importance de l'inflation. Cette idée d'une reprise cyclique, d'une réaccélération peut-être de l'Europe, parce que ça permet aussi de descendre en taille de capitalisation dans la construction des portefeuilles, Arnaud. Les petites et moyennes capitalisations, bien sûr. On repart toujours de valorisation. Elles sont un peu plus protégées, on va dire, de tout le contexte de droits de douane, ça on l'a bien à tête. Ouais. On va leur prendre, oui, bien sûr, il faut aller regarder, c'est une souche de diversification à l'intérieur, mais il y a beaucoup à faire, on va dire, dans toute la partie mid européenne, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne. Clairement, aller chercher déjà là, avant d'aller chercher les small caps, parce qu'il y a un beau rattrapage à les rattraper en relatif, en intrasectoriel. On le voit. Je te donne un exemple qui n'est pas forcément sur la question, mais BNP, qui était, on va dire, délaissée, c'est celle qui performe le mieux. On voit les banques italiennes, espagnoles qui marquent le pas. Ouais. Les banques françaises qui peuvent peut-être potentiellement rattraper, mais sur une histoire un peu plus de valorisation, notamment le relatif par rapport à l'Amérique, mais aussi en zone euro, et c'est ça qu'on aime bien, notamment sur un titre comme BNP,
Voilà, où on est également très positif chez J'ai vu la banque la moins chère d'Europe. C'est la banque. Même SocGen est plus cher que BNP aujourd'hui. On est à 0,5. On est à 0,5. Alors maintenant, Quel parcours pour Société Générale. Alors, un mot aussi, il nous reste 1 ou 2 minutes, Arnaud. Enfin, si quand même, Rio Tinto, Glencore. Alors, je sais pas si vous aimez particulièrement le secteur minier. Les métaux ont plutôt tendance à flamber et c'est pas nouveau. Ça fait déjà un moment que ça dure. On a l'impression que c'est quand même un cycle ou un super cycle assez favorable pour les métaux en général, qu'ils soient précieux ou industriels. C'est logique de voir un nouvel essai de rapprochement entre deux géants du secteur là aujourd'hui. Clairement. Aujourd'hui, vous allez avoir, comme vous l'avez dit, un géant à 200 milliards, augmentation des marges, un retour pour les actionnaires qui va être bien. Vous avez le prix du cuivre qui est au plus haut, un protectionnisme européen assez important. Nous, on aime beaucoup le UK, avec le mélange mix banque et matières premières. Ouais. Donc ça aussi, c'est un élément. Donc oui, aujourd'hui, on a un animal, on va dire, à la dimension de la thématique et de la problématique qu'on a aujourd'hui sur l'ensemble des métaux. Donc ça, c'est quand même aujourd'hui d'avoir une boîte à 200 milliards dans cette industrie-là, en Europe, on va dire en Europe. C'est jamais des small caps dans l'univers des mines. Et on aime bien tout ce qui est matériaux de base, et notamment aussi sur l'acier. Un titre comme ArcelorMittal, ça mérite aussi encore à être regardé sur ses niveaux de valorisation. Clairement, et c'est toujours comme ça que ça se passe sur les parties de fin de cycle aussi boursières, où on a un emballement sur tous les métaux précieux, tous les métaux industriels. Il faut en profiter, et c'est toujours le petit spike à prendre sur les marchés. Effectivement, cet univers des ressources de base, ça vous intéresse aussi, Raphaël. Et puis alors, sur Rio Tinto, Glencore, je ne sais pas spécifiquement, où le thème M&A, l'année M&A s'est finalement plutôt bien déroulée, malgré le choc de Liberation Day qui a pu geler quand même un grand nombre de décisions. On a vu ensuite, au niveau mondial, j'entends, un certain nombre d'opérations reprendre, et pas des moindres, des grosses opérations également. Est-ce que là aussi, c'est une thématique qui va accompagner encore les marchés en 2026 ? Alors, ça va être une vraie inconnue, en tout cas une thématique importante, le M&A, les IPOs, les marchés de capitaux et leur fonctionnement, leur dynamisme. C'est vrai que ça a été globalement une bonne année en 2025, surtout aux États-Unis. Les IPO, c'était plutôt en Asie. Les IPO, c'était plutôt en Asie. Et l'Europe, au milieu de tout ça, moins d'activité M&A, moins d'introduction en bourse, quoi. Et c'est vrai que c'est un facteur de marché à prendre en compte pour l'investisseur. Du M&A, des IPO, ça permet de fluidifier le marché. C'est un relais de performance. Et c'est vrai que les grands optimistes, dont nous faisons partie peut-être, c'est le métier. Constatent que oui, les conditions sont plutôt réunies pour de la consolidation. Alors, des considérations de réglementation des deux côtés de l'Atlantique qui semblent un petit peu s'ouvrir. Évidemment, l'administration Trump a l'air beaucoup plus ouverte au méga deal que ne l'était l'administration précédente. En Europe, on semble quand même être dans une phase où on souhaite construire des champions européens, même dans les banques, où on avait beaucoup de réticence à permettre, ne serait-ce que discuter sur des fusions et des acquisitions transfrontalières. Le sujet n'est plus complètement tabou. En tout cas, il commence à faire de plus en plus consensus. Le chemin reste long. Donc, effectivement, ça pourrait être un relais de performance pour ce marché, avec des taux qui sont maintenant revenus à des niveaux plus raisonnables. Bref, quantité de raisons qui permettent de penser que oui, il y a un chemin pour plus de consolidation. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci pour vos éclairages sur cette situation de marché, les enjeux de 2026. Raphaël Thuin, Tikeo Capital, Benoît Pelloual, Natixis Wealth Management et Arnaud Morel, Promépar Asset Management étaient les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart.